Les gars se sont retournés en admiration alors que je marchais dans le hall. Bien sûr, j'étais la fille la plus populaire de la fac. Je me suis approchée du moche petit Charlie. Tout le monde chuchotait. Et j'ai demandé à Charlie s'il voulait sortir avec moi. Il a hoché la tête en silence comme une poupée. Et puis j'ai laissé échapper quelque chose qui a fait blanchir Charlie. Si tu veux sortir avec moi, je dois être ta mère et tu dois faire semblant d'être mon fils. Mais j'ai expliqué à cet idiot que c'était nécessaire pour une compétition de la famille la plus soudée. Mes amis et moi ferions semblant d'être une famille et les gagnants auraient une maison cool. Seules les mères avec des enfants pouvaient participer au concours. Et toi, Charlie, tu as la bonne taille. Mais Charlie a dit qu'elle voulait être mon petit ami, pas mon fils. Très bien, très bien. Mon ami Jess serait ta mère dans le concours et je serai la capitaine de l'équipe. Et si nous gagnons, nous aurons un rendez-vous. Lui ai-je fait un clin d'œil. Charlie a finalement cédé. Satisfaite, je suis retournée au dortoir. Comme c'était dégoûtant ici, murs sales, cafards. La nuit, il y avait des cris de voisins ivres derrière les murs. J'avais hâte de bouger. Oui, nous n'avions presque pas d'argent, mais malgré cela, nous avons toujours eu beaucoup de vêtements à la mode. Nous pensions que le principal était de toujours avoir l'air chic. Au lycée, j'étais une fripouille, mais à l'université, j'ai décidé de tout changer et je me suis liée d'amitié avec les filles les plus populaires. Avec le temps, je suis même devenue la chef de leur compagnie. Il restait à obtenir une maison cool qui correspondra à mon statut. Au dortoir, j'étais heureuse de dire à mes amis que l'affreux Charlie avait accepté de sortir avec moi. La meneuse Jess a plaisanté en disant qu'il ne savait pas ce qui était pire, être la mère de l'affreux Charlie ou sa petite amie. Rachel, la bavarde, s'est immédiatement mise à rire. Seule la timide Britney m'a demandé si je voulais vraiment aller à un rendez-vous avec le perdant Charlie et sacrifier ma popularité. J'ai grimacé. Bien sûr que non. J'allais juste l'utiliser pour nous sortir d'ici et ensuite je larguerai Charlie. La meneuse Jess avait un ami avocat qui a falsifié nos documents. Et en quelques jours, nous étions toutes sœurs sur des cartes d'identité et Charlie était le fils de Jess. C'était le jour de la compétition et nous avons amené Charlie au parc où se déroulait la compétition. Mais quand Lot nous a vus, il était confus. « Avez-vous 4 mamans dans l'équipe ?» Les filles étaient nerveuses, mais ensuite, j'ai montré les règles à Lot. Il était dit que tous les parents pouvaient participer au concours et Charlie était en fait notre neveu. Et avec un soupir, il a approuvé notre participation. Inspirés, nous nous sommes rendus à la clairière où d'autres familles s'étaient déjà réunies. C'étaient des vieux, pas nos rivaux. L'animateur a annoncé le début du premier test. On nous emmènerait dans la forêt sauvage. Il faudrait être le premier à atteindre la ligne d'arrivée guidée par la carte. Après tout, la famille est l'unité dans toutes les conditions, a conclu l'animateur. Quelle connerie! C'était dangereux là-bas! Personne ne nous avait prévenus, mais faut faire beaucoup de choses folles pour une belle vie. Le chauffeur nous a emmenés dans la nature sauvage, nous a donné des cartes et nous sommes restés seuls avec la nature sauvage, juste moi, les filles et l'affreux Charlie. Et comme cette nature était terrible, les talons s'enfonçaient dans la terre meuble et la robe s'accrochait aux branches. En plus, je ne savais rien de la carte, mais je ne pouvais pas perdre la face devant mes amis. J'avais gagné leur amour depuis trop longtemps. Il commençait à faire nuit quand Charlie est venu me ramasser des baies fraîches. Un vrai chevalier en armure. Charlie a dit avec joie qu'il me surprendrait encore plus lors de notre rendez-vous. Marrant. À la nuit tombée, la forêt est devenue un peu flippante et j'ai cru que nous nous étions perdus. Notre mère, la meneuse Jess, a commencé à crier que je menais tout le monde dans la mauvaise direction. Pourquoi est-ce qu'elle se disputait avec moi? Et Jess m'a enlevé la carte et a dit à tout le monde de la suivre. Attendez! On va dans l'autre sens. Mais les filles sont allées de plus en plus loin. Seule Charlie et la timide Britney sont restées avec moi. Je leur étais si reconnaissante. Mais soudain, Britney a essayé de rattraper les filles. Ne pense même pas à t'enfuir. En lui prenant la main, j'ai menacé de l'exclure de la maison si elle n'obéissait pas à mes ordres. Mais Britney s'est empressée de dire qu'elle ne s'attendait pas à ce que je me comporte ainsi, et qu'il dirait immédiatement à Lot que nous étions une fausse famille. Après cela, elle s'est brusquement libérée et a couru dans la forêt de la nuit. Mais juste une minute plus tard, nous avons entendu Britney s'effondrer, apparemment en trébuchant sur quelque chose. Charlie et moi avons immédiatement couru vers elle. Britney m'a supplié en larmes de lui pardonner et de l'aider. Je pense qu'elle s'est blessée à la jambe. Je ne voulais pas voir cette puanteur à double visage, mais je ne voulais pas la laisser mourir ici. Alors, Charlie et moi avons l'aider à se relever. Pendant que Britney se lamentait, j'étais désespérée. On va où sans carte? Je commençais à frissonner quand Charlie m'a pris la main et a regardé le ciel étoilé. Ce n'était pas le moment pour la romance. Mais Charlie a dit qu'il nous trouverait un chemin en suivant les étoiles. Quelle absurdité! Il voulait juste me draguer. Mais il n'y avait pas d'autre option.
Alors Brittany et moi avons suivi Charlie. Brittany s'appuyait sur lui et il semblait que nous allions dans la bonne direction. La forêt devenait progressivement plus mince. Mais je ne pouvais pas oublier Jess et Rachel. Si elles éteignaient la ligne d'arrivée en premier, elles cesseraient de me considérer comme leur leader et je redeviendrais une perdante. Après quelques kilomètres supplémentaires, les lumières de la ligne d'arrivée sont apparues au loin. Nous avons accéléré et sommes arrivés en quelques minutes. Mais où étaient Jess et Rachel? Elles étaient introuvables. Oui, nous étions les premiers. L'affreux Charlie a trouvé le chemin le plus court. Peut-être qu'elle n'était pas aussi nulle que je le pensais. Il a fallu 1 heure aux filles pour sortir des bois. Puis les autres familles sont venues. Les filles étaient furieuses. Comment ai-je pu les précéder? Ha! Avez-vous oublié qui est le responsable ici? Vous auriez dû m'écouter. Mais l'arbitre a annoncé qu'il infligeait une amende à notre équipe pour être venus séparément. Après tout, la condition principale était une équipe soudée. En conséquence, malgré le fait que nous soyons arrivés les premiers, nous avons reçu un score minimum et nous aurions pu être mis à la porte. Oh non! Mais qu'en est-il de la maison? Les filles se sont vraiment fâchées et m'ont blâmé. Si je n'avais pas été têtue et que nous les avions suivis, nous aurions fini ensemble. Et puis la bavarde Rachel a dit qu'elle avait besoin d'une nouvelle capitaine normale et que je devrais être jetée dehors. Comment cela? Mais la meneuse Jess a fait remarquer de façon hautaine que, selon les documents, elle était la mère de Charlie et qu'elle allait donc devenir la chef. Rachel fit un signe de tête et même la timide Brittany a soutenu Jess, même si je l'ai aidée. J'ai presque pleuré de frustration. Mais à ce moment-là, Charlie a dit qu'elle votait pour moi. Jess était sur le point de dire quelque chose de sarcastique, mais l'animateur s'est approché et a annoncé le prochain défi. Sauver le capitaine de l'équipe d'une grotte pleine de serpents et d'araignées. Pour ce faire, nous devions trouver la clé à l'intérieur et ouvrir le verrou de la chaîne qui allait lier la capitaine. J'ai souri. Quelle chance! Après tout, notre nouvelle chef, Jess, avait une peur bleue des serpents. Je me trouverais facilement dans ce défi et les filles me choisiraient à nouveau comme chef. Lot a conduit Jess, tremblante, dans la grotte. Et au signal, nous l'avons suivi. Je suis entrée et j'ai failli m'évanouir. Toute la grotte grouillait de vilains reptiles. Mais j'étais réconfortée par Charlie. Il était toujours là, repoussant les serpents et les araignées loin de moi. Merci Charlie de m'avoir encore aidé. Mais les serpents se rapprochaient déjà du Jess enchaîné. Elle a failli pleurer. Pendant une seconde, je me suis sentie désolée pour elle. Le concours était un concours, mais elle avait besoin d'aide. Mais la clé de la chaîne était nulle part. Charlie et moi avons fouillé tous les recoins de la grotte. Et puis je vis un flash dans la main de Rachel, la bavarde. J'ai couru vers elle. Rapidement, je devais libérer Jess. Mais Rachel n'a pas bougé. Qu'est-ce qui se passe? Puis Rachel a soudainement fait un sourire malicieux. Elle avait toujours détesté Jess, elle ne voulait pas me donner la clé. Et elle a ajouté qu'aucune d'entre nous ne pouvait être chef, mais que Rachel elle-même était une grande dirigeante. Quelle peste! Puis j'ai entendu Jess crier et je me suis retournée pour voir un énorme serpent ramper vers elle. Oh non! J'ai arraché la clé à Rachel au dernier moment, j'étais sur le point de courir vers pauvre Jess quand Rachel m'a repoussée. La clé m'a échappé des mains et s'est envolée directement dans le nid d'araignée. Oh non, tout est fichu! Mais ensuite, j'ai vu Charlie, dans un bond désespéré, saisir la clé juste au-dessus des pattes des araignées. J'ai admiré le courage de Charlie. Il n'a pas hésité une seconde. Puis, il a habilement repoussé le serpent loin de Jess et a rapidement ouvert le verrou des chaînes. Dieu merci. Nous sommes tous sortis en courant de la grotte. Et puis Jess m'a reproché d'avoir failli se faire tuer à cause de moi. Elle a dit que c'est moi qui a essayé de jeter la clé. Mais ce n'était pas vrai. Brittany a également commencé à crier que c'était moi qui empêchais la bavarde Rachel d'aider Jess. Mais Charlie s'est de nouveau levé pour moi. Il a dit avec indignation que c'était le contraire. Il l'a vu. Mais bien sûr, Jess ne l'a pas cru. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle m'excluait de l'équipe et que je n'avais pas du tout ma place dans leur compagnie. Puis, elle s'est retournée vers Charlie et lui a dit que je n'allais pas à un rendez-vous avec lui. Et aussi, que je pensais qu'il était un monstre et que je l'avais juste utilisé pour participer à ce concours. Il y a eu un lourd silence. Charlie m'a jeté un regard triste et m'a dit qu'il le pensait. Les beautés ne craquent pas pour les bêtes dans la vraie vie. Après cela, il a fait demi-tour et est parti au loin. « Charlie, arrête !» j'ai crié. « Laisse-moi tout expliquer !» Je retenais à peine mes larmes. Après tout, il était le seul à me soutenir pendant tout ce temps, contrairement à ses pseudo-amis qui ne pensaient qu'à se piquer, comme de vrais serpents. À ce moment, Lot est venu nous féliciter. Nous avons accompli la tâche plus vite que quiconque. « Mais où est votre fils ?» a-t-il demandé. Je me suis essuyé les yeux et j'ai répondu irritablement. « Quel fils ?»« Merde. Il parlait de Charlie. » J'ai failli nous piéger, j'ai immédiatement repris mes esprits et menti en disant que son père l'avait déjà ramassé et ramené à la maison. Mais il semblait que Lot avait tout compris. Il a dit que nous enfreignions à nouveau les règles et que nous étions disqualifiés en raison de la composition incomplète. Je me suis figée en silence. Tout était fini. Maintenant, nous avons aussi perdu la maison.
Je me suis couvert le visage avec mes mains et j'ai pleuré. Le concours a montré clairement que tous mes amis étaient faux, mais j'ai aussi réalisé que Charlie était une personne sincère et merveilleuse. J'ai décidé de m'excuser auprès de lui et le lendemain, je l'ai retrouvé au collège. J'ai avoué à Charlie que je m'étais mal comportée et que je n'avais pas du tout remarqué son inquiétude et sa sincérité. Peut-on avoir un rendez-vous amical après tout? J'ai terminé. Tout le monde nous regardait et chuchotait, mais je m'en fichais. Charlie était lent à répondre et j'avais peur qu'il ne pardonne pas. Mais ensuite, il a souri et a hoché la tête avec précaution. J'étais si heureuse que je n'ai même pas remarqué comment je l'ai serré dans mes bras devant tout le monde. Après cela, il y a eu des rumeurs selon lesquelles je sortais avec le loser Charlie. J'ai rapidement perdu ma popularité et mes anciennes amies m'ont complètement effacée. Mais je m'en fichais. Pendant le concours, j'ai réalisé que la popularité n'était pas le principal. Il est important que vous soyez simplement aimé, sans aucune condition. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci! J'ai suivi mon amoureux Ethan dans les vestiaires. Et il était pris là depuis 1 heure. J'ai jeté un regard à l'intérieur avec prudence, mais il n'y avait personne dans le vestiaire. Et puis, j'ai alors vu Ethan sortir d'un casier. Avec un sourire étrange, il s'est dirigé vers la sortie. Je me suis camouflée derrière un pilier, et il ne m'a même pas remarqué. Lorsqu'il n'était plus en vue, je suis allée dans le vestiaire. J'ai bien examiné son casier, et il n'y avait rien de spécial. Mais qu'est-ce qu'Ethan faisait alors? Et puis, j'ai remarqué une empreinte de main au fond. Est-ce que c'était du sang? Je suis rentrée dans le casier pour examiner l'empreinte. En panique, j'ai essayé de l'ouvrir, mais rien ne fonctionnait. J'ai frappé et poussé. J'allais suffoquer ici. Je me suis adossée contre le fond pour reprendre mon souffle, et soudain, je me suis sentie tomber. Laissez-moi vous raconter comment tout cela a commencé. Il y a 2 mois, on m'a emmenée à un nouvel orphelinat. Mon premier orphelinat a dû fermer ses portes par urgence à cause des conditions de la bâtisse. Je n'étais pas trop contrariée, c'était déplorable de toute façon. J'étais une petite fille timide qui n'avait aucun ami. Je me rappelais à peine de mes vrais parents. Ils sont morts dans un accident de voiture quand je n'avais que 4 ans. Je jouais avec ma poupée préférée à la maison quand une femme est venue me chercher. Et depuis ce temps, j'ai dû passer 13 ans dans cet endroit horrible. Alors, je ne m'attendais à rien de spécial dans ce nouvel orphelinat. Quand tout à coup, une âme superbe m'est apparue. Kate, nous étions colocataires. Elle avait aussi perdu ses parents dans un accident de voiture. Cela nous a rapprochés. Kate était gentille et courageuse. Elle me protégeait souvent des autres. Elle avait aussi remarqué que j'aimais bien Ethan. Il était le préféré de tous à l'orphelinat. Ce garçon était toujours en train d'étudier et il faisait même du bénévolat à la bibliothèque. Il était très mignon et il y avait quelque chose de mystérieux à propos de lui. Oui, je suis tombée follement amoureuse de lui. Mais j'avais peur qu'il me rejette. Alors, je l'observais de loin. Kate a aussi essayé de me persuader qu'il n'était pas prudent de me promener dans l'orphelinat par moi-même. Elle a dit qu'il y avait une légende dans cet orphelinat. Chaque année, une nouvelle fille disparaissait. Mais je ne la croyais pas. Et je continuais d'épier Ethan. J'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Il restait caché dans les vestiaires pendant des heures. Et il retournait dans sa chambre en regardant tout autour de lui, comme s'il cachait quelque chose. Je voulais tout dire à Kate pendant le dîner, mais elle ne s'est pas pointée. J'ai commencé à la chercher dans tout l'orphelinat, mais il semblait qu'elle avait disparu. Peut-être qu'elle était dans la cour. J'étais en chemin lorsque j'ai aperçu Ethan se faufiler dans les vestiaires à nouveau. La curiosité s'est emparée de moi et j'ai décidé de le suivre. Alors, vous vous souvenez sûrement comment je suis tombée dans le fond d'un casier. Grâce à ma chère curiosité, je suis tombée sur la cachette secrète d'Ethan. En frottant mon genou endolori, je me suis levée en essayant de trouver un interrupteur. La lumière s'est allumée. J'étais dans une petite pièce, avec un lit, une lampe sur pied et des rideaux accrochés au mur sans aucune fenêtre. Bizarrement, le lit était recouvert de peluches de toutes sortes. Ethan était passé cet âge. Pourquoi avait-il besoin de peluches? Et puis, j'ai remarqué une carte d'accès à la bibliothèque sur le plancher. Je me suis approchée, puis j'ai sursauté. La carte appartenait à Kate et elle était couverte de sang. Je me suis souvenue des empreintes de sang dans le fond du casier et j'étais horrifiée. Mon Dieu, mais qu'avait-il fait à Kate? Je devais sortir d'ici. J'ai soudainement entendu des pas dans le vestiaire en haut. Ethan était de retour. Ne sachant pas où aller, j'ai rapidement fermé toutes les lumières et je me suis cachée derrière les rideaux. Pendant que je me sauvais, Ethan est entré dans la chambre. Il a allumé la lumière et a commencé à marcher doucement dans la chambre. J'espère qu'il ne m'a pas remarquée. Et puis, j'ai vu une lueur sur mes pieds.
Merde! Le rideau était trop court. J'espère qu'Ethan ne m'avait pas vue. Mais soudain, j'ai entendu Ethan s'approcher. Je ne pouvais même plus bouger tellement j'avais peur. Mais au dernier moment, Ethan a quitté. Juste au moment où j'ai laissé aller un soupir, le rideau s'est ouvert et Ethan m'a persécuté du regard, très contrarié. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» m'a-t-il demandé. Ses yeux étaient enflammés. J'ai commencé à lui expliquer en babillant que j'étais à la recherche de mes livres. Mais Ethan m'a interrompu. Il a crié qu'il n'appréciait pas les menteurs et a sorti un rouleau de ruban adhésif de son dos. « Je dois t'apprendre à te mêler de tes affaires. » Il m'a chuchoté. J'ai senti mon estomac se retourner. Est-ce qu'il était devenu fou? Où était ce garçon si mignon avec qui j'étais si amoureuse? Je me suis ruée vers la porte, mais Ethan m'a retenue. Que devrais-je faire? J'ai regardé autour de moi. Il y avait une grosse lampe sur pied tout près. Cela le retarderait. De toutes mes forces, j'ai poussé Ethan contre la lampe et je me suis sauvée de la chambre. Ethan est rapidement revenu à lui et m'a pourchassée. J'essayais de m'échapper. Je me suis retrouvée dans un long corridor qui serpentait. Je croyais l'avoir perdu, mais il était toujours derrière moi. Pendant que je courais, je me suis retournée et je suis arrivée face à face avec quelqu'un. Le directeur de l'orphelinat. J'étais sauvée. Il a commencé à me gronder de courir dans les couloirs, mais je l'ai interrompu. C'est Ethan! Il est fou! Il me pourchasse! Cependant, le directeur n'a fait que sourire et me dire que j'inventais tout cela. Ethan était le garçon le plus obéissant qu'il avait eu à l'orphelinat. Il ne se rabaisserait jamais à courir les couloirs. Non, vous ne comprenez pas! J'ai tout raconté au directeur concernant les empreintes de sang dans le casier d'Ethan et la carte d'accès de Kate. Mais il ne m'écoutait pas. Il m'a dit de retourner à ma chambre et vite. Mais, monsieur! Mais le directeur m'a interrompu sèchement, disant qu'il y avait de sévères punitions contre les calomnies ici. Ça ne valait pas la peine de m'expliquer, alors je me suis dirigée vers ma chambre. J'espérais voir Kate, mais elle n'y était pas. Toute la nuit, je voyais la carte d'accès ensanglantée. Pauvre Kate, elle était la seule qui avait été gentille avec moi. Je frissonnais rien qu'à penser à ce qu'Ethan lui avait fait. Le jour suivant, elle ne s'est pas pointée non plus. Des rumeurs ont commencé à voyager dans l'orphelinat que personne n'avait aperçu Kate depuis hier, et que seulement moi savais ce qui lui était réellement arrivé. Je devais arrêter ce fou d'Ethan. Je ne le laisserai plus faire de mal à quiconque. Mais j'avais besoin de preuves. J'ai décidé de retourner dans les vestiaires pour aller trouver la carte d'accès. Je devais l'amener au directeur. Comme ça, il me croirait qu'Ethan était responsable de la disparition de Kate. Mais le vestiaire était verrouillé. J'ai essayé de l'ouvrir avec une pince, de donner des coups de pied, mais c'était inutile. Je devais trouver d'autres preuves contre Ethan. Et puis, je me suis rappelé de la légende sur les filles qui disparaissaient mystérieusement. Ce même soir, j'ai décidé de fouiller les documents de l'orphelinat et j'ai appris quelque chose de terrible. Il s'avérait qu'en plus de Kate, 3 autres filles avaient disparu dans les 3 dernières années. J'ai aussi décidé de fouiller un peu dans le dossier personnel d'Ethan. Finalement, la première disparition est arrivée le soir de son arrivée à l'orphelinat. J'en avais des frissons. En sortant du local, j'ai remarqué quelqu'un qui m'espionnait de derrière les rideaux. C'était Ethan. Je me suis faufilée dans la foule pour ne pas qu'il m'attrape. On dirait qu'Ethan essayait de m'attraper la main dans le sac. J'étais mal à l'aise, mais je ne pouvais pas abandonner. J'avais besoin de preuves concrètes qu'il était responsable de la disparition des filles. Le lendemain matin, je me suis rendue à la chambre d'Ethan. Son voisin et lui étaient censés être en train de travailler. Mais j'avais tellement peur qu'il m'attrape. J'avais déjà fouillé presque chacune des armoires dans sa chambre quand soudain, je suis tombée sur des cartes d'accès à la bibliothèque sur sa table de chevet. Ces cartes appartenaient aux filles qui avaient disparu. Même celle de Kate y était. J'ai presque crié. Je n'avais plus aucun doute. Ethan était coupable. Je me suis rapidement emparée des cartes d'accès et j'ai couru chez le directeur. Mon cœur battait la chamade. J'étais presque rendue au bureau du directeur quand j'ai aperçu Ethan attirer une fille vers les vestiaires. Une autre victime? J'ai décidé de l'attraper en flagrant délit et de tout prendre en vidéo. Ainsi, il se ferait prendre finalement. Je les suivais de très près. Ils sont rentrés dans les vestiaires et la porte s'est refermée. Je marchais sur la pointe des pieds vers les vestiaires avec mon téléphone et j'ai ouvert la porte. Je me suis adossée contre la porte qui a émis un grincement atroce. Ethan a figé pour entendre. Mais après une seconde, il a continué à parler avec l'étudiante. Je me suis presque fait prendre. Mais soudain, mon téléphone s'est mis à sonner. Je venais de recevoir un texto. Merde! Ethan avait entendu ça et il s'est dirigé tout droit vers moi. J'ai couru dehors des vestiaires pour aller voir le directeur. Ethan m'a rattrapée et a empoigné mon bras. Avec difficulté, j'ai réussi à m'échapper. J'ai ouvert la porte
et je suis rentrée dans le bureau. Dieu merci, Ethan était resté à l'extérieur. J'ai commencé à parler des filles qui avaient disparu et du casier d'Ethan. Pour prouver mon accusation, j'ai même montré au directeur toutes les cartes d'accès que j'avais trouvées et même la vidéo que je venais de prendre. Il était sur le point de me croire quand Ethan est entré. J'ai sursauté par surprise. Et Ethan m'a souri comme si de rien n'était. Ethan a dit qu'il avait entendu les accusations que j'avais faites contre lui. Et il a expliqué qu'il ne faisait qu'aider ses filles avec leur littérature. C'est pour cela qu'il avait une chambre secrète. Les filles n'avaient pas disparu, elles avaient seulement été emportées à de nouvelles familles. Mais le sang que j'ai vu dans le casier... J'ai demandé, stupéfaite. Ethan a souri et a dit que ce n'était que de la gouache rouge pour l'affiche de la bibliothèque. C'était ridicule, Ethan mentait. J'ai commencé à crier qu'Ethan était un menteur et un fou malade mental. Le directeur et Ethan se sont regardés et m'ont pris de force. Je me débattais. Ils allaient me tuer. Ils étaient de connivence l'un avec l'autre. Je n'avais jamais fait une telle crise de ma vie. J'ai commencé à m'étouffer et je me suis évanouie. J'ai retrouvé mes esprits, mais j'étais dans un endroit étrange. Tout le monde portait le même uniforme. Le médecin a pris ma main et m'a dit que j'avais fait une attaque de panique et que j'avais besoin de traitement. Quoi? Mais j'étais en santé. J'ai retiré ma main et j'ai essayé de me sauver, mais ils m'ont rapidement plaqué sur le sol et m'ont donné une injection. Je me suis réveillée dans une camisole de force. Apparemment, j'étais maintenant dans un hôpital psychiatrique. On m'avait droguée et après quelques jours, j'ai commencé à croire que j'étais allée bien trop loin. Peut-être qu'Ethan avait vraiment aidé ses filles. Après tout le monde le trouvait super. Une semaine plus tard, j'étais sous libération conditionnelle. Ils m'ont promis de me laisser partir si je me comportais comme il faut. Et puis, j'ai aperçu une silhouette familière dans le couloir. Ethan! Il portait aussi une camisole de force et il tenait une peluche sous son bras. Une des peluches que j'avais trouvées dans sa chambre secrète. J'étais paralysée. Ethan a souri. Il s'est approché de moi en disant « Tu avais raison. C'est moi qui ai pris ces filles. Et Kate. Et maintenant, devine qui est la prochaine ?» Je me suis arrêtée chez moi, mais il n'y avait personne. C'est vraiment étrange, mais où est tout le monde? C'est pourtant mon anniversaire, et je n'ai rien reconnu dans la maison. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, et le seul bruit était le tic-tac menaçant d'horloge. Comme si personne n'avait vécu ici depuis longtemps. J'ai regardé au premier étage, mais mes parents étaient introuvables. Je les ai appelés maintes et maintes fois, mais je n'ai entendu que le numéro que vous appelez n'est pas disponible. « Maman, papa, est-ce que vous êtes là ?» J'ai essayé de ne pas paniquer en montant les escaliers. Mais quand je suis entrée dans ma chambre, je n'ai rien reconnu. Mais où sont mes affaires? Il y avait un étrange sac à dos là-bas et des affiches inconnues accrochées au mur. Puis j'ai remarqué notre photo de famille sur la table de chevet. Mais quand je me suis rapprochée, j'ai été horrifiée. Il y avait une fille complètement différente à côté de mes parents et de ma sœur. Mais où suis-je? Les larmes me montèrent aux yeux. C'est comme si j'étais effacée de leur vie. Et c'était le jour de mon anniversaire. La veille, j'ai invité mon petit ami Hugues dans une quête. J'adore les quêtes. J'étais constamment à la recherche de sensations fortes. Une fois, j'ai même sauté dans une fosse à serpents. C'était trop cool! Mais j'avais été à toutes les quêtes de la ville. Et cette fois, je ne m'attendais à rien de spécial. Mais c'était une chance de se rapprocher d'Hugues. Nous sommes devenus très distants ces derniers temps. Nous avons même moins parlé. Parfois, je pensais qu'il allait me larguer. Mais cette soirée était censée nous rappeler à quel point nous étions faits l'un pour l'autre. La quête s'est déroulée dans un sous-sol et nous y sommes allés. La direction nous a souhaité une sacrée aventure. Puis, nous sommes descendus des escaliers. J'espérais que ce serait un peu effrayant, mais ce fut un désastre absolu. Les accessoires étaient pathétiques, des boyaux de saucisses, des couteaux en plastique recouverts de peinture. À la sortie, ils ont accroché un fantôme gonflable. Sérieusement? J'ai ri de bon cœur et je me suis tournée vers Hugues. Mais il n'était pas là. Est-ce que vous plaisantez? Il se tenait juste là il y a une minute. Soudain, j'ai remarqué un bracelet déchiré par terre. C'était le bracelet que j'ai donné à Hugues pour notre anniversaire. C'était donc là la fin de notre relation? Hugues vient de me larguer. Ça m'a brisé le cœur parce que j'aimais Hugues. Pourquoi a-t-il fait ça?
Au bord des larmes, je suis sortie et suis rentrée chez moi. Pendant que j'étais en quête, mes parents étaient occupés à préparer les vacances. J'attendais les ballons et les cadeaux. Mais c'était très calme à l'intérieur de la maison. C'était peut-être une surprise, mais je suis allée partout dans la maison et je n'ai trouvé personne. Où aurait-il bien pu aller? J'ai essayé de les appeler, mais à chaque fois, leur numéro n'était pas disponible. La maison elle-même avait l'air bizarre. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, comme si personne n'y avait habité depuis longtemps. Je montais les escaliers jusqu'à ma chambre, mais je me suis arrêtée net dans mon élan. Tout ici était différent. Il y avait des choses étranges, un sac à dos, des affiches. Je me suis retournée dans la pièce, complètement perdue, et j'ai remarqué la photo. Toute ma famille était en train de faire chouchou avec une fille. Mais c'est complètement insensé, ça devrait être moi. Horrifiée, j'ai reculé et j'ai laissé tomber la photo. Le verre s'est brisé avec un fracas. Mais c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Il n'y avait aucun signe que j'avais déjà vécu ici dans la maison. Au lieu de ma chaise préférée, de mes livres, de mes récompenses, j'ai trouvé des photos de cette fille et des choses inconnues partout. Je crois que j'ai perdu la tête. Ma famille n'a toujours pas répondu à mes appels. Oh, et si quelque chose leur était arrivé? Puis, je me suis souvenu que l'oncle de mon ami Chris était un policier. Peut-être qu'il pourrait m'aider. J'ai appelé Chris et, après un long moment, elle a répondu. Ouh! Salut Chris, c'est Sarah. Je lui ai donné une brève description de la situation et Chris a dit qu'elle savait quelque chose. Le fait est que ma famille, elle s'est tuée. Chris, tu es là? J'ai crié mais c'était inutile. Il n'y avait plus de signal. Ma souffle se bloqua dans ma gorge. Donc Chris savait où tout le monde était? Je me suis immédiatement précipitée chez elle. J'ai longuement et fortement frappé à la porte. Personne n'a répondu. Une voisine était sortie de la maison d'en face. « Tu ne devrais pas frapper à la porte. Il n'y a personne ici depuis un an. » grogna-t-elle. Mais alors, où est passé Chris? La voisine a répondu qu'elle avait déménagé après la mort de son ami. La vieille femme a claqué la porte. J'ai rien compris. Chris n'avait pas d'autre ami, juste moi. Mais j'étais pas morte. Chris, ouvre maintenant, ce n'est pas drôle, criai-je, frappant encore plus fortement à la porte. Et puis, ma sœur aînée a appelé. Dieu merci. Mais Johanna avait fait comme si elle ne me connaissait pas. Bonjour, j'ai un appel manqué de votre part. Avez-vous appelé? Eh, Johanna, c'est moi, Sarah. Mais ma sœur a commencé à crier que j'étais une menteuse. Sa sœur était morte depuis un an. Cela n'avait pas de sens, Johanna. Je suis là, je suis vivante. Mais elle n'écoutait pas. Johanna m'a accusée d'être impliquée dans la mort de sa sœur, Sarah. D'une voix folle de rage, elle m'a menacée de me rendre. J'ai raccroché frénétiquement. Johanna n'arrêtait pas d'appeler, mais j'avais déjà tellement peur que je n'ai pas décroché le téléphone. Et soudain, j'ai senti comme si on m'observait. Je me suis retournée, mais il n'y avait personne autour. Je frissonnais de peur, comme dans un film d'horreur. Ce n'était pas le genre de 20e anniversaire dont j'avais rêvé. Ne sachant pas où aller d'autre, je suis rentrée chez moi. Il était déjà tard quand je suis arrivée chez moi. Tout me paraissait encore plus étrangère dans le noir. J'avais peur d'entrer, mais je remarquai une lumière dans ma chambre. Quelqu'un était de retour. Ravie, j'étais déjà sur le porche quand la porte s'ouvrit en grinçant. C'était Johanna. Elle a souri malicieusement, disant que c'était bien que je vienne à elle moi-même. « Vous répondrez de la mort de Sarah !» cria soudain Johanna, et se jeta sur moi. J'ai couru, paniquée. « Mais que se passe-t-il? Johanna, reviens à tes sens! Mais je suis ta sœur !» Mais Johanna m'a conduit dans les ruelles étroites et criait que je ne pouvais pas m'éloigner d'elle. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais il n'y avait personne dans la rue. Et puis j'ai vu un signe qu'il y avait un café ouvert 24 heures sur 24 à côté. Je me suis précipitée là-bas. J'ai couru vers l'entrée et j'ai tiré la poignée, mais elle n'a pas bougé. Et puis j'ai vu une pancarte sur la porte qui disait « Nous avons déménagé ».
c'est fini. Je regardais en arrière, je pouvais déjà voir la silhouette inquiétante de Johanna à la lumière de la lanterne, juste à côté. Merde, c'est fini. Mais ensuite, j'ai remarqué la même quête où j'étais avec Hugues. La porte du sous-sol était entrouverte, c'était ma chance. Je me suis précipitée à l'intérieur et j'ai barricadé la porte. Mais Johanna l'a martelée fortement. J'ai prié que la porte tienne. La porte se pliait de plus en plus sous ses attaques. Les charnières étaient sur le point de s'envoler. Quelques minutes plus tard, ça s'est arrêté. Était-elle partie? Mais juste au moment où je poussais un soupir de soulagement, j'ai entendu un fracas assourdissant. Johanna a brisé la porte avec son pied. Des éclats se sont envolés sur moi et le visage fou de Johanna est apparu dans le trou avec un sourire tordu. Terrifiée, j'ai couru dans les couloirs sombres du sous-sol. J'ai entendu que Johanna était déjà à l'intérieur, me suivant de près. Désespérée, j'ai regardé autour de moi et j'ai crié à l'aide, mais personne n'a répondu. Soudain, j'ai heurté un mur. Que dois-je faire ensuite? Johanna était déjà proche, j'avais nulle part où courir. Et puis, j'ai vu le placard, c'était mon dernier espoir. J'y suis montée et je me suis assise là, essayant de ne pas respirer. Mais j'avais déjà entendu Johanna entrer dans la pièce. « Sortez, je sais que vous êtes là !» Elle a commandé. Puis, j'ai entendu les ballons s'approcher. Je ne pouvais plus bouger, tellement j'avais peur. Soudain, la porte du placard s'ouvrit. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal !» À ce moment-là, j'étais aveuglée par un éclair de lumière vive. Ouvrant les yeux avec difficulté, j'ai vu mes parents, tous mes amis, Chris et Hugues. « Joyeux anniversaire !» Tout le monde a crié. Johanna a fait un clin d'œil. Il s'est avéré que Hugues l'avait persuadé depuis longtemps d'organiser une quête unique pour moi. J'avais donc tort de soupçonner. Et Hugues m'aimait vraiment, puisqu'il avait tout planifié. Il a convaincu tout le monde. J'aime tellement les sensations fortes. C'était donc un canular. J'ai failli m'évanouir de peur. Je voulais crier ce que je devrais faire avec eux pour de telles blagues. Mais soudain, ma vision s'est assombrie et le sous-sol a semblé tourner devant moi. J'ai commencé à m'étouffer et à perdre connaissance. J'avais à peine ouvert les yeux. Où suis-je? Que se passe-t-il? Mais le médecin est venu vers moi et m'a dit que j'étais à l'hôpital. J'ai été amenée ici en ambulance. Je me sentais très faible. Étais-je en phase terminale? Mais le médecin m'a rassuré que c'était un évanouissement et maintenant, tout allait bien. J'avais juste très peur. Tu ferais mieux de faire autre chose que de faire des quêtes, plaisanta-t-il. Le médecin a dit que j'avais un cœur faible. Heureusement, je n'ai pas eu de crise cardiaque. Je me sentais très triste de m'être rendue dans cet état. Pour tenter de me chatouiller les nerfs, j'ai complètement oublié la vraie vie. Voilà. Plus d'horreur. Des amis et des membres de la famille anxieuse sont entrés dans ma chambre. Ils avaient des cadeaux entre les mains et Hugues m'avait apporté un bouquet de mes fleurs préférées. Merci, dis-je avec lassitude. C'est le 20e anniversaire que jamais je n'oublierai. Je suis Matt, une célébrité en progrès et je fais toutes les tâches que vous mentionnerez dans les commentaires. Stardog11 écrit que je devrais épouser la première personne avec une grande poitrine que je rencontrerai. Mec, j'attendais une sorte de recul, mais ce n'est qu'un rêve. J'accepte les défis. Grâce à de tels défis, j'étais dans les top TikTok pour le 2e mois. Ma renommée a grandi, il y avait de plus en plus d'annonceurs. J'économisais pour une toute nouvelle voiture, alors j'ai tout pris pour ce pari. Je diffusais un streaming sur la rue, je m'amusais, alors quand une femme sans abri a commencé à crier que je me promenais et filmais tout, j'ai immédiatement tourné la caméra sur elle. Oh, qu'elle était folle! Cette vidéo allait certainement frapper les tendances TikTok. Soudain, mes abonnés m'ont inondé de commentaires, elle a de gros seins et c'est aussi la première personne que je rencontre dans la rue, ce qui veut dire... alors j'ai juré. Eh bien, j'étais prêt à tout faire pour une nouvelle voiture. Sans éteindre la diffusion, je me suis mis à genoux, j'ai sorti quelques billets de ma poche et je les lui ai tendus comme un bouquet de fleurs. Elle a attrapé l'argent, mais quand elle a vu que je pointais la caméra sur elle, elle a immédiatement couru. Je me suis précipité après elle, désolé pour la caméra tremblante, mais je devais rattraper mon épouse obstinée. Nous sommes arrivés sous le pont, où se trouvait un refuge des SDF. C'était sale et puant. Tellement dégueulasse, j'ai immédiatement voulu rentrer à la maison et me laver correctement. La meuf était furieuse que je la pourchassais de plus avec une caméra. Elle a ordonné de l'éteindre immédiatement. J'ai fait semblant de le faire, mais j'ai continué à filmer. Eh bien, c'était complètement une poubelle là-bas. Un groupe de sans-abri était assis autour du feu faisant frire quelque chose. Je me suis approché et j'ai vu l'un d'eux manger un rat. J'ai failli vomir, mais je devais montrer tous les détails à mes abonnés. En me penchant, j'ai commencé à filmer le déjeuner des SDF. Puis la meuf a remarqué que je filmais toujours. Elle n'a clairement pas aimé ça.
Elle fit un signe de tête à ses amis et commencèrent à m'entourer. J'avais vraiment peur, mais je n'ai pas arrêté le streaming. Mais en 20 secondes plus tard, ils étaient partout sur moi, me retirant mes vêtements. Je me suis à peine échappé, mais au dernier moment, la meuf a attrapé mon téléphone. Horrifié, j'ai couru chez moi, en sous-vêtements et en chaussettes immédiatement pour arriver à l'ordinateur et bloquer mon compte. Mes abonnés me demandaient déjà quand est-ce que le prochain stream aura lieu. Quelle est la prochaine émission? J'ai compris que je devais épouser une femme sans abri, mais comment l'organiser? Non, je ne pourrais certainement pas faire ça. Alors j'ai pensé jusqu'à quelques jours plus tard et c'est avéré que la vidéo de l'asile est devenue virale. Ce qui signifie que si je continue, je peux acheter non seulement une voiture, mais toute la maison. Inspiré, j'ai commencé à courir à travers diverses idées dans ma tête sur la façon d'amener une femme sans abri à participer à mon défi TikTok. J'ai dû en quelque sorte l'attirer chez moi pour conduire à un streaming. J'ai commencé à réfléchir, ok, c'est une femme après tout. Et toutes les femmes aiment les choses romantiques. J'ai mis mon costume, pris ma guitare et je suis allé voir ma fiancée, me sentant complètement idiot. La femme sans abri était assise là où je l'avais vue pour la première fois. Je me suis rapproché, surmontant le dégoût, et j'ai commencé à jouer. Je voulais faire rimer quelque chose juste pour elle, mais j'ai réalisé que je connaissais pas le nom. Elle a répondu en se moquant, Nicole. Soudain, quelqu'un m'a appelé. Je me suis retourné pour voir l'un de mes abonnés debout sur l'autre côté de la rue. Il a demandé effrontément comment je pouvais supporter la puanteur de ma copine. J'ai plaisanté et menti, en disant que j'avais vécu près d'une décharge et que j'étais habitué à puer. Mais mec, Nicole était proche, elle a tout entendu, se retourna silencieusement et partit, laissant échapper que j'étais une racaille qu'elle n'avait jamais vue. Je savais que c'était un échec complet, ma renommée diminuera rapidement après cela. J'étais sur le point de partir quand j'ai soudain remarqué mon téléphone à l'endroit où se trouvait la SDF. Apparemment, il est tombé de sa poche déchirée. En moins, quelque chose de bon à la maison, je l'ai immédiatement chargé et vérifié les notifications. Mes abonnés pensaient que je me suis renfoulé, alors ils ont commencé à ne plus me suivre. Si je ne diffuse pas aujourd'hui, j'oublierai à la fois la voiture et ma renommée. Je dois récupérer la confiance de la meuf pour pouvoir la filmer à nouveau. Mais je n'avais aucune idée comment le faire, j'ai décidé de demander conseil à ma mère. Ma mère était heureuse d'avoir entendu que j'ai trouvé une petite amie. Si seulement elle savait de qui je parlais. Elle a dit qu'elle prévoyait de faire une lasagne spéciale qui a déjà conquis mon père et a proposé d'organiser un dîner romantique pour ma petite amie. Alors elle me pardonnera définitivement. Bonne idée. Mais comment inviter Nicole chez moi? Y a aucun moyen qu'elle va encore me parler. Pendant que maman faisait les lasagnes, j'ai décidé d'aller sous le pont et de lui demander également pardon. J'ai acheté 10 boîtes de pizza et je les ai données aux sans-abri sous le pont. Ils m'ont regardé avec méfiance et l'un d'eux a même demandé s'ils étaient empoisonnés. Avec des filles, j'ai essayé un morceau. C'était terrible de partager une pizza avec des SDF. Mais ils bourdonnaient d'approbation et attaquaient la nourriture. Seule la meuf s'est écartée. Je suis allé la voir et lui ai dit que nous allions avoir un dîner spécial chez moi. Elle était très surprise et elle m'a demandé si je plaisantais, car elle n'avait jamais été invitée à la maison auparavant. Je l'ai convaincue que je parlais sérieusement et j'ai écrit mon adresse sur un morceau de papier disant que je l'attendrais à 7 heures. Elle a été impressionnée mais elle a dit qu'elle devait y penser. Sur le chemin du retour, je cherchais sur internet sur la façon de séduire une fille. Beaucoup ont conseillé d'ajouter un aphrodisiaque à sa nourriture, une substance qui provoque une forte attraction. J'ai décidé de l'essayer. La pharmacie la plus proche n'en avait pas, mais la suivante m'a vendu une bouteille étrange. Quand je suis rentré à la maison, j'ai remarqué que ma mère était déjà partie pour la réunion et que les lasagnes cuites étaient sur la table. J'ai essayé quelques gouttes. Cela affectera-t-il le goût? J'ai essayé un morceau moi-même et ça semblait bien. Mais le temps passait et Nico ne s'est toujours pas présenté, ça fait déjà 1 heure. Elle a dû être offensée, j'ai perdu espoir. Puis la sonnette s'est déclenchée, Nicole était debout devant la porte, j'étais très heureux de la voir. Mais elle a immédiatement dit que si c'était pas pour la pluie dehors, elle n'aurait pas mis les pieds ici. Et puis, je me suis demandé ce que c'était ne pas pouvoir manger correctement ou dormir sans agiter les rats. Pendant 1 seconde, j'ai eu honte de l'avoir utilisé que pour des vues. Je vérifiais mon téléphone de temps en temps. Au début, mes abonnés étaient ravis de ma diffusion secrète SDF chez moi. Mais bientôt, ils ont commencé à écrire que s'asseoir à table était trop ennuyeux. Un par un, ils ont commencé à se déconnecter. J'ai paniqué, je devais sauver la situation. Et puis, j'ai décidé d'embrasser Nicole. En fermant les yeux, je lui ai tendu la main et lui ai touché la joue avec mes lèvres. Nicole était très surprise. C'est étrange, mais ce baiser n'était même pas dégueulasse. Mec, peut-être j'étais affecté par un aphrodisiaque. Et puis la porte s'ouvrit, maman était debout devant la porte. Purée.
Je l'ai pas entendu venir du tout. Ma mère horrifiée a commencé à crier en demandant à Nicole de sortir d'ici. Elle a crié que si je voulais être amie avec des sans-abri, je pourrais vivre moi-même dans la rue. Facilement, l'essentiel c'est d'avoir un endroit où charger mon téléphone. Peut-être que je gagnerais même plus d'argent de cette façon. Je suis fièrement sorti de l'appartement tenant la main de Nicole. Nicole avait l'air inquiète, elle m'a exhorté à faire la paix avec ma mère, car la famille devrait toujours passer en premier. Je ne savais pas quoi dire, mais j'ai décidé d'arrêter tranquillement le streaming. Les commentaires ont clignoté sur l'écran, comme on va le baiser avec la malodorante fille. Est-elle en bonne santé? Nicole a tout vu. Elle a été décontenancée, en colère, elle a crié qu'elle me faisait confiance et je l'ai utilisée pour m'amuser. Mais je pourrais être calme pour elle, car elle est très malade et elle mourra bientôt. Quoi, je n'ai même pas eu le temps de demander ce qu'elle voulait dire. Nicole a commencé à courir. J'avais sauvagement honte, je me sentais comme une personne terrible. Il s'avère que je me souciais plus de la voiture qu'au sentiment d'une autre personne. J'ai décidé de trouver Nicole et de m'excuser, mais elle n'était pas sous le pont. Les sans-abri me regardaient avec dédain, c'était la première fois que Nicole n'était pas revenue. Et si quelque chose lui est arrivé? Tout est de ma faute. Et puis j'ai eu une idée, j'ai enregistré une vidéo demandant à mes followers de m'aider à trouver Nicole. Je me fichais du défi ou de la voiture, je me blâmais d'utiliser l'humain pour mon propre amusement. Et voici le premier message. Quoi? D'une clinique de chirurgie plastique? Ils ont écrit qu'ils étaient prêts à bien payer si je faisais de la publicité très vulgaire et stupide. Pour les chirurgies d'augmentation des seins. Tout le monde ne me suivra plus après ça, quoi. J'ai finalement obtenu une géolocalisation, Nicole a été vue au bord du lac, j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Nicole était allongée sur le banc recroquevillée de douleur. Elle se sentait vraiment mal, je n'ai pas appelé l'ambulance, il y avait un hôpital tout près, j'ai pris Nicole et je l'ai portée là-bas. Les médecins ont dit que Nicole avait une tumeur au niveau de la poitrine, alors elle a besoin d'une intervention chirurgicale urgente pour la retirer. Mais elle n'a pas d'assurance. J'ai pensé à cette annonce. Mais ce serait la fin de ma carrière. J'ai tellement travaillé sur mon image. D'ailleurs, Nicole pourrait ne pas me comprendre. Est-ce qu'il y a un autre moyen? Mais ensuite, le médecin a dit que Nicole ne vivrait peut-être pas pour voir le matin. J'ai pris ma décision. Tout est à cause de moi, Nicole. J'ai enregistré une vidéo terrible pour cette annonce, après laquelle des milliers de personnes ne m'ont plus suivi. Au revoir, une toute nouvelle voiture et ma carrière en tant que blogueur. Tout payé. Les médecins ont commencé la chirurgie, j'attendais dans le hall et je n'arrivais pas à trouver une place. Nicole est restée à l'hôpital encore 2 semaines. Je lui ai rendu visite tous les jours et j'ai beaucoup repensé. Cette histoire a changé ma vie. Quand Nicole s'est améliorée, je lui ai fait une offre pour devenir mon partenaire pour le reste de ma vie. Alors suivez notre nouvelle chaîne pour aider les sans-abri. Bien sûr, cela rapporte beaucoup moins d'argent, mais on ne se décourage pas. Et maintenant, Nicole peut même se permettre de louer une chambre. Oh, quittez l'offre 13 et Chrissy nous devons ouvrir un point de livraison des plats chauds sous le pont en 1 semaine. Bien, quittez l'offre, j'accepte ton défi. Ce jour-là, mon ami Oliver m'a traîné dans un restaurant pour rencontrer un riche homme d'affaires qui avait de l'argent à investir dans notre start-up. L'homme d'affaires a accepté de nous accorder 5 minutes. Nous avions l'air des gens riches, costumes chics, montres de luxe. Nous avons commandé les plats les plus chers du menu. Mais tout était faux. Les montres étaient des répliques et les costumes étaient loués. Oliver a mis en gage la bague de sa grand-mère pour qu'on puisse dîner ici. On va se faire démasquer, c'est sûr. L'homme d'affaires ne s'est toujours pas montré et j'étais sur le point de partir quand une fille est venue à notre table. Comme elle était jolie! Il s'est avéré que nous avions été réservés à la même table par erreur. Oliver a immédiatement invité la fille à se joindre à nous. Elle a dit oui. Je n'ai pas eu de relation agréable avec une fille depuis longtemps. Alors, et si c'était ma chance? Elle s'appelait Harriet. Elle devait dîner avec un ami, mais elle vient d'annuler leur rendez-vous. Nous avons discuté et pour ne pas perdre la face, j'ai dit que je venais dans ce restaurant constamment, que j'étais allé dans une bonne université et que nous avions notre propre entreprise qui rapporte beaucoup d'argent. Vous aurez dû voir la tête d'Oliver. J'avais tellement l'habitude de jouer à un type riche que je ne me reconnaissais pas. À la fin de la soirée, j'étais tellement emballé que j'ai demandé à Harriet de me rencontrer à nouveau et elle a accepté. Et le type riche ne s'est pas présenté à la réunion. Alors, il semblait qu'il n'allait pas du tout perdre son temps avec nous. Sur le chemin du retour, Oliver n'a pas cessé de parler de l'entreprise et du fait que nous pourrions le faire sans être riches, que notre projet commencerait bientôt à rapporter de l'argent. Mais bien sûr, je ne l'ai pas écouté, je n'ai pensé qu'à elle. Oliver comprenait tout grâce à mon sourire stupide et il a immédiatement mis fin à mon excitation. Une fille magnifique a des demandes magnifiques, a-t-il déclaré avec assurance. Et malheureusement, il avait raison, car je lui ai menti surtout. Je n'ai pas de compte bancaire, pas d'éducation. La seule chose que j'ai, c'est notre start-up. La date était fixée au lendemain, mais je n'allais pas reculer. Quoi qu'il en soit. Quand je suis rentré à la maison, ma mère dormait déjà.
J'ai emménagé avec elle quand sa santé s'est détériorée. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin d'une greffe de rein. Après la mort de mon père, j'ai pris soin d'elle et j'ai voulu la rendre heureuse. Nous avons vendu presque tout, mais nous avons fini par réunir la somme nécessaire. Il n'y a plus qu'à patienter jusqu'à l'opération. Aussitôt, Harriet m'a envoyé un texto. Elle m'a remercié pour le dîner et m'a dit qu'elle aimait les homards. J'ai mis la barre trop haute. J'ai commencé à fouiller partout à la recherche d'un objet qui pourrait être vendu rapidement. Je suis tombé sur une boîte contenant la réserve de ma mère pour l'opération. Non, arrête. L'idée de prendre de l'argent de là était très mauvaise. Et j'espère qu'Harriet ne m'aime pas seulement parce que je suis, soi-disant, un mec riche. Le lendemain, j'ai emmené Harriet au parc et lui ai offert un bouquet de marguerites. Elle m'a demandé, « C'est une blague ?» Harriet était prête à partir et j'avais peur. J'ai menti en disant que c'était un canular et que le vrai rendez-vous serait dans mon restaurant préféré. Nous avons pris un taxi et j'ai inventé une excuse pour m'arrêter près de chez moi. J'ai dit que j'aidais les pauvres et que je devais aller voir l'un d'entre eux. Harriet a dit que j'étais très gentil, mais qu'elle préférait attendre dans la voiture. Ouf! C'est pas passé loin. Je suis allé à l'appartement et j'ai cherché la cachette dans le placard. Je te rembourserai. Honnêtement, j'espère que maman ne remarque rien. Au restaurant, Harriet m'a remonté le moral et j'étais très heureux. Les jours passaient, Harriet était vraiment heureuse parce que je lui donnais toujours des cadeaux coûteux. Une semaine plus tard, elle a commencé à m'inviter à traîner avec ses amis riches. Le monde riche m'a rendu aveugle. Mais je continuais à penser que l'argent s'épuisait. Un jour, Oliver m'a appelé et m'a dit que nous étions enfin riches. Bien sûr, il plaisantait, mais oui, la start-up a reçu le premier argent, ce qui signifie que je vais rendre tout ce que j'ai pris dans la réserve de ma mère. Mais toute ma part des bénéfices a dû être dépensée pour acheter un bracelet coûteux pour Harriet, qu'elle a supplié le jour même. Elle était ravie, et à la fin de la soirée, elle m'a invité à un dîner de famille. Elle m'a dit qu'elle avait de sérieux sentiments pour moi, ce qui signifiait qu'il était temps de rencontrer ses parents. Waouh! Je commençais à croire qu'elle n'était avec moi que pour l'argent, mais apprendre à connaître ses parents est une étape importante, une telle confiance. Le jour J est arrivé. Je ne savais pas comment me mettre. Je pensais qu'il me démasquerait en un clin d'œil. Au final, cela s'est avéré bien pire que ce que j'avais imaginé. Tout d'abord, sa famille vivait dans un manoir où je me sentais mal à l'aise. Et deuxièmement, son père m'a immédiatement inondé de questions. Où j'étudiais, pour qui je travaille, ce que je fais dans la vie. J'ai dû répéter le mensonge habituel. Sortant d'une université prestigieuse et je travaille sur un projet réussi, la mère d'Harriet m'a tout de suite apprécié. Mais son père m'a regardé d'un air soupçonneux. Après le dîner, Harriet m'a montré la maison. Son père avait un bureau chic. Nous avons parlé dans les luxueuses chaises et pour la première fois ce soir-là, je me suis un peu détendu. Soudain, Harriet s'est levée et est allée au coffre-fort. Elle m'a demandé de me taire. Elle allait emprunter de l'argent à son père. Si je comprends bien, son père n'a pas gâté Harriet avec de l'argent, alors elle l'a volé de temps en temps. Quelle situation familière. Je l'ai regardé composer les numéros du coffre avec crainte. C'est étrange qu'une si grande quantité d'argent soit conservée sous le code PIN 1111. Lorsque nous avons dit au revoir aux parents de Harriet, son père m'a pris à part et m'a demandé si je lui avais préparé un cadeau. Son anniversaire approchait. J'ai immédiatement menti en disant que j'avais un collier avec de gros rubis. Par chance, Harriet a entendu cela et a commencé à me remercier. Qu'est-ce que j'ai fait? Où vais-je trouver l'argent? J'étais aussi sombre qu'un nuage quand je suis rentré chez moi. Et puis, ma mère a décidé de m'achever complètement. Elle sera opérée dans 2 jours. Le médecin a appelé et a dit qu'il y avait un endroit libre. Ils avaient juste besoin de son consentement. Maman était si heureuse. Elle a commencé à me serrer dans ses bras, mais j'ai craqué sur elle. Cette stupide opération était complètement inutile. Ma mère m'a demandé ce qui n'allait pas, mais j'ai marmonné que tout allait bien et j'ai couru dans la chambre. Je n'arrivais pas à dormir cette nuit-là. Comment pourrais-je obtenir l'argent en 2 jours? Il était inutile de demander à Oliver, puisqu'il rendait les consignes des bouteilles pour acheter des nouilles pour lui-même. Le lendemain matin, je suis allé dans plusieurs banques, mais aucune ne voulait accorder un prêt à un gaillard à la démarche bizarre. J'étais tellement désespéré que j'ai même envisagé de voler une banque. Arrête. Le riche père d'Harriet ne remarquera même pas si quelques milliers de dollars pathétiques disparaissaient de son coffre-fort. Le coffre est plein d'argent et je me souviens du code. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? J'ai commencé à préparer le cambriolage. J'ai fait un masque avec le chapeau et j'ai trouvé comment contourner les caméras et la sécurité. Cette nuit-là, je suis allé chez Harriet. La chance était de mon côté. J'ai attendu que 2 hommes de moins s'éloignent du mur et j'ai sauté par-dessus. Et pourtant, il y avait un sacré colosse avec une massue. Mon cœur a failli sauter de ma poitrine. Dès qu'il est parti, j'ai couru vers la porte d'entrée. Le bureau était au 2e étage où j'ai rampé sur la pointe des pieds. Mes mains tremblaient d'excitation lorsque j'ai tapé le code du coffre-fort. C'est ça, Steve. Il n'y a pas de retour en arrière. Maintenant, tu n'es pas seulement un menteur, mais aussi un voleur. Quand le coffre a été ouvert, j'ai rapidement mis l'argent dans mes poches et je suis sorti dans les escaliers. J'allais descendre au 1er étage, mais le père de Harriet se tenait juste à côté de moi. Bon sang!
J'ai essayé de me glisser devant lui, mais il a entendu mes pas et m'a remarqué. Le vieil homme a essayé de s'emparer de moi et a retiré le masque. Je me suis précipité avec crainte et je l'ai frappé à l'épaule. Pas intentionnellement. Dans la seconde qui a suivi, il est tombé la tête la première. Soudain, j'ai entendu un craquement. Je voulais voir s'il allait bien, mais je n'avais pas le temps. Je risquais d'être pris et je me suis enfui. Sur le chemin du retour, je me suis dit qu'il s'était juste blessé et que rien de terrible ne lui était arrivé. Mais je me suis fait prendre. C'est sûr, il a vu mon visage et a dû me reconnaître. Harriet m'a appelé le lendemain matin. Elle a beaucoup pleuré et m'a dit que son père avait été attaqué pendant la nuit. Mon cœur a sauté un battement et mes mains ont tremblé sous le choc. S'il avait raconté ce qui s'est passé. Je lui ai demandé nerveusement si les caméras avaient filmé l'agresseur. Mais j'ai eu de la chance, car elle a dit que l'intrus n'a pas pu être identifié et que son père était dans le coma et les médecins sont optimistes sur son état. Mon Dieu, quelle chance j'ai! Si seulement il savait que son père était dans le coma à cause de moi. J'avais tellement peur que j'ai même pensé à me rendre à la police. Mais je savais que cela ne ferait qu'empirer les choses pour tout le monde. Je dois attendre que le père d'Harriet se réveille. Et s'il ne se souvient de rien, tout sera comme avant. L'opération de ma mère a réussi. Elle n'a pas remarqué la perte d'argent. Nous voulions cela depuis si longtemps. Et je ne pouvais même pas être heureux pour ma propre mère. Oliver et moi gagnions déjà beaucoup d'argent dans notre entreprise. Et en quelques jours, j'avais tranquillement rendu l'argent volé au coffre-fort du père de Harriet. J'étais sur les nerfs pendant quelques semaines. Je voulais qu'Harriet me laisse tranquille. Mais dans une situation aussi difficile, elle avait besoin de soutien et de cadeaux, encore une fois. Et puis le père de Harriet s'est réveillé. Je ne voulais pas du tout aller le voir. Mais Harriet m'a dit qu'il n'avait pas les idées claires et qu'il ne parlait pas en ce moment. Elle m'a demandé de venir. J'ai accepté. Son père avait l'air mal en point. Il pouvait à peine respirer, mais il a quand même trouvé la force de s'asseoir et de pointer un doigt vers moi en chuchotant « Toi ». Par chance, il n'a pas eu le temps de terminer. Ses yeux ont roulé en arrière et sa bouche a moussé. Les médecins se sont empressés de les réanimer. Alors que nous étions assis dans la salle d'attente, Harriet attendait anxieusement que son père aille mieux et j'ai su que j'étais fini. J'avais besoin d'une distraction, alors j'ai suggéré un encas. Je nous ai acheté des sandwichs et du café instantané au distributeur. Le dernier dîner en liberté. Harriet a encore fait des siennes et a dit avec fierté qu'elle ne mangeait pas de gluten. Qui en douterait? Soudain, le médecin est sorti de la pièce et a regardé Harriet avec tristesse. Il ne pouvait rien faire. Harriet se glissa sur le sol et sanglota. À ce moment, sa mère s'est précipitée à l'hôpital. Elle a couru vers sa fille et a commencé à la calmer. Deux états se disputaient en moi. Je me détestais pour ce que j'avais fait. Même si c'était un accident, j'ai tué un homme. Bien que, d'un autre côté, il était difficile de contenir ma joie, car personne ne connaîtrait mon terrible secret. J'ai jeté un dernier regard sur la pauvre Harriet et j'ai quitté l'hôpital. C'était la fin. Nous ne nous sommes plus jamais revus. Je suis allé trop loin pour elle. Ce matin-là, je me suis fait réveiller par un appel de ma compagnie de rêve. Le patron aimait vraiment mon CV et il m'a convoqué pour une entrevue. Youpi! Mais je devais me préparer rapidement. L'entrevue était dans 3 heures. J'ai rapidement enfilé une blouse, une mini-jupe maison et des souliers Jimmy Choo. À midi, j'étais déjà dans la bâtisse. Mais à cause des bouchons de circulation, il ne me restait que 5 minutes avant l'entrevue. Je me suis dépêchée vers l'ascenseur. Mais merde, il était brisé. En désespoir, j'ai même jeté un coup d'œil vers les escaliers. Mais monter jusqu'au 45e étage dans ses souliers n'était pas une option. Un homme maussade dans une tenue dispendieuse qui se tenait tout près a juré et s'est mis à dire qu'il y avait un ascenseur de cargaison à l'autre côté de la bâtisse. Moi et la beauté aux cheveux gris l'avons suivi. Il y avait un autre gars près de l'ascenseur. Il m'a souri. Si mignon et heureux. Son visage me semblait familier. Les portes se sont ouvertes. J'ai hésité pour une seconde. C'était épeurant d'entrer seule avec 3 hommes dans cet ascenseur. J'ai regardé ma montre. Seulement qu'1 minute pour me rendre jusqu'au 45e étage? Je n'avais pas d'autre choix. À l'intérieur, la cabine n'était pas terrible et l'ascenseur était clairement presque jamais utilisé. Il allait ridiculeusement lentement et je ne pouvais m'empêcher de donner à chacun des inconnus dans cet ascenseur un surnom. Celui qui nous avait amenés jusqu'ici, très concentré, était l'intello. J'avais déjà donné à Beauté son surnom et celui qui était devant l'ascenseur était Mignon. C'était probablement la 100e fois que je regardais ma montre. 12h05. Ça y est, je suis en retard. Maintenant, ma carrière est foutue. J'étais si frustrée. Soudainement, la cabine a balancé violemment et je n'ai pas pu me retenir de tomber sur Mignon. L'ascenseur s'est arrêté. Mignon a immédiatement commencé à perdre la tête et a pressé le bouton pour rejoindre l'opérateur. Mais aucune réponse. L'ascenseur était immobile. Un télo a essayé de nous calmer, disant qu'il avait déjà été pris dans cette bâtisse et que nous sortirions bientôt.
J'ai pris mon téléphone, mais je n'avais aucune connexion. Un télo a aussi jeté un coup d'œil au sien et a dit qu'il semblait n'avoir aucune connexion dans l'ascenseur. Connerie, on dirait bien que nous sommes pris ici. 10 minutes ont passé, mais l'ascenseur n'a pas bougé d'un cheveu. Un télo s'est exclamé que c'était étrange. Cela ne devrait pas arriver. L'ascenseur était sûrement gravement endommagé. Je me sentais très mal à l'aise. Beauté a commencé à chialer et dire qu'il poursuivrait les mécaniciens et tout le monde dans cette bâtisse. Il a donné un coup dans le haut-parleur. C'était intense. J'ai crié de peur et un télo a suggéré que peut-être la connexion dans l'ascenseur avait été endommagée pendant que nous étions arrêtés, mais devait sûrement encore être réparée. Nous attendions. Je me sentais horrible entourée de 3 hommes que je ne connaissais pas. À un moment, je sentais que j'allais suffoquer. Soudainement, l'ascenseur a fait un crack très bruyant et nous avons ressenti une secousse. Nous sommes descendus plusieurs étages. Je disais déjà mes adieux à la vie, mais finalement, la cabine s'est arrêtée et nous sommes tombés sur le plancher. J'ai frappé le plancher très fort et j'ai remarqué que la chute avait brisé le talon d'un de mes beaux souliers. C'est l'enfer! Beauté a arrêté de crier et maintenant, il tremblait nerveusement. Un télo sacrait très fort et Mignon se pressait contre le mur, en agrippant la balustrade de ses mains. L'ascenseur fut secoué et émit un grincement doux. Il semblait que même un faux mouvement nous ferait nous écraser à plusieurs étages plus bas. En plus, je sentais de la fumée. J'ai eu peur et j'ai commencé à trembler. Mignon s'est approché de moi et a mis sa main sur mon épaule. Il a dit que tout irait bien et que nous nous en sortirions sains et saufs. Finalement, nous avons entendu un bruit de statique. C'était la voix de l'opérateur. « La bâtisse est en feu. Je répète, la bâtisse est en feu. Ne paniquez pas, nous allons vous secourir. » Immédiatement, la connexion fut rompue. J'avais peur que nous étions perdus. Alors j'ai commencé à frapper sur les portes de l'ascenseur de toutes mes forces. Mais un télo m'a stoppé. Nous avons entendu la voix sur le haut-parleur à nouveau. « Nous allons vous sortir de là. N'essayez pas d'ouvrir les portes par vous-même. » Et puis la voix s'est déconnectée de nouveau. Beauté a commencé à hurler que la Mercedes qu'il avait empruntée était stationnée devant la bâtisse et qu'il devait sauver sa voiture. Un télo lui ordonna de se taire et suggéra que nous suivions les instructions si nous voulions attendre les secours. Nous devions nous asseoir sur le sol. Il y avait moins de chances de suffoquer. Nous nous sommes tous assis. Et comme de fait, il y avait beaucoup moins de fumée. Pendant qu'un télo pensait en silence, Mignon essayait de me distraire. Il m'a demandé à propos de tout et rien en rigolant. Mais lorsqu'il me regarda, son visage se figea et il avala de travers. Ses yeux se sont agrandis comme s'il était témoin d'un meurtre. Cela m'a donné des frissons. Et puis, un télo s'exclama violemment que nous devions nous sortir nous-mêmes d'ici. Nous allions manquer d'oxygène avant que l'équipe de secours nous trouve, spécialement si nous n'arrêtions pas de paniquer. Nous devions ouvrir les portes de cet ascenseur. Un télo s'est levé brusquement et a commencé à tirer sur la balustrade dans le but de l'utiliser comme levier pour ouvrir la porte. L'ascenseur fut secoué à nouveau. Nous allions nous écraser! Mignon a essayé de l'arrêter, mais il ne voulait rien entendre. Il a placé ses mains sur ses épaules, mais un télo le repoussa en disant « Ne me touche pas, c'est bien compris ?» Il avait l'air très menaçant, et Mignon s'est immédiatement retiré. Merde, c'était si effrayant! J'ai dit que la chicane ne ferait qu'utiliser plus d'oxygène, et que nous devrions travailler ensemble. Même si Mignon était sur les nerfs, il accepta. Tirer la balustrade n'a pas fonctionné. Nous étions foutus! J'ai regardé vers Beauté. Il était en sueur et avait peine à respirer. Il est devenu hystérique, disant qu'il n'était pas prêt à mourir. Après tout, il avait mis la Mercedes sur son crédit pour impressionner une fille et lui révéler son amour. Mais il n'en avait jamais eu la chance. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces gars? L'un d'eux s'est presque battu, l'autre ne se la ferme pas avec sa Mercedes. Je me suis alors sentie très mal. Ma tête a commencé à tourner et je me sentais malade. Est-ce que j'allais mourir ici? Un télo m'a demandé si j'avais quelque chose dans mon sac à main qui pourrait rejoindre la porte de secours au plafond. La fumée était de pire en pire. Je me suis forcée à regarder dans mon sac et j'ai tendu une lime à ongles à l'intello. Et si c'était notre seule chance de s'en sortir? Un télo a commencé à essayer d'ouvrir la trappe avec la lime à ongles. Et puis, la trappe s'est ouverte. Un télo m'a ordonné de monter sur ses épaules et me mettre la tête à travers la trappe pour voir ce qu'il y avait à l'extérieur. Oh non! Non merci! Pas de chance que je m'assise sur les épaules de ce type avec ma mini-jupe. Mignon lui a dit de me laisser tranquille. Un télo a grincé des dents, il sauta, s'agrippa et se tira jusqu'en haut par lui-même. Mignon me demanda si j'allais bien, et je l'ai remercié pour son aide. À un point, nos yeux se sont croisés, et encore, il avait ce regard fou de prédateur. Son visage était de plus en plus près. Il voulait clairement m'embrasser. Quoi? J'ai essayé de le repousser, mais il s'approcha de mon oreille en respirant fortement et en chuchotant. Je savais que je te reconnaissais. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Il essaya à nouveau de m'embrasser, et cette fois-ci, je l'ai repoussé avec force et je me suis retournée vers Beauté. Mais il était recroquevillé dans un coin en pleurs. Espèce de lâche!
Mignon n'était plus si mignon après tout. Son regard est devenu totalement dément. Tout à coup, je me souvenais. Je l'ai regardé directement dans les yeux en disant « Mais oui, alors c'est toi le garçon gras que je repousse depuis des années, oui ?» Je ne te reconnaissais pas. Il s'approcha encore doucement, et puis je lui regardai dans les yeux en disant « Je me souviens de toi. Tu es Jack. Tu étais un sale dégoûtant, et c'est encore ce que tu es. » Mes paroles ont semblé le choquer. Il s'arrêta net et me fixa. Il semblerait que je l'avais bien eu. À ce moment, j'ai entendu un télo crier de la trappe. Il disait qu'il voyait une sortie en haut, mais que quelqu'un devait l'aider à y accéder. À ce point, je me fichais de ma jupe. Je voulais simplement sortir d'ici. J'ai demandé à un télo de m'aider. Et lorsqu'il me tendit la main, j'ai commencé à grimper sur le toit. Les câbles de fer grinçaient dangereusement pendant que je grimpais. À travers la trappe qui était ouverte, j'ai vu que l'un d'eux était presque rupturé. Sur le toit, j'ai regardé aux alentours. La porte de sortie était beaucoup plus haut. Un télo a dit que je devrais grimper le rebord d'acier pour appeler à l'aide. Mais pourquoi moi? Il m'a menacé qu'il m'embarrerait dans la cabine si je ne me dépêchais pas. Lâche! Il avait simplement peur de mourir ici. J'ai hésité, et puis j'ai dit que je ne grimperais pas. Un télo était furieux et essaya de me frapper lorsque soudain, nous avons entendu la voix de l'opérateur. Après 5 secondes, l'ascenseur a commencé à descendre. Le décompte commence. Je voulais redescendre dans la cabine, mais un télo m'a poussé violemment et sauta dans la cabine. La porte se ferma d'un coup sec et je ne pouvais plus l'ouvrir. Je l'ai supplié de l'ouvrir, mais un télo m'a laissé là. L'ascenseur fut secoué et commença à monter. Soudainement, de la fumée commença à me submerger. J'en suis presque tombée. J'avais peine à garder mon équilibre. Je pensais que j'allais tomber. Soudainement, un des câbles se brisa et l'ascenseur s'arrêta. Oh non! La fumée était déjà partout et je ne pouvais plus respirer du tout. J'ai vu qu'ils essayaient d'ouvrir la porte d'en haut. Avec mes dernières forces, je me suis tirée sur le câble. Aidez-moi! Sauvez-moi! La fumée était si épaisse et âcre, j'essayais de rester consciente. Mes yeux se fermaient déjà et j'étais sur le point de tomber quand quelqu'un m'a attrapée. Je revenais à mes sens et à un moment donné, j'ai reçu un autre appel de la même compagnie me demandant de revenir pour mon entrevue. Après tout ce qui m'était arrivé cette journée-là, je devrais simplement me rendre à leur bureau. Cette fois-ci, j'ai mis des souliers de basket pour monter les 45 étages à pied. J'ai frappé à la porte de mon patron et en ouvrant la porte, un télo avait l'air aussi surpris que moi lorsque je suis entrée. J'ai rapidement refermé la porte. J'en avais eu assez.